possession d'un très vieil ouvrage qu'il souhaite lui montrer. Durant cette scène, il découvre quelque chose qui va le mettre sur le chemin de l'aventure. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient, étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de muser avec les garçons de mon âge, je m'étais plu à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes. Et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'à l'or, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi à reproduire la maison de Koningstrasse, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre ses mains un large livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. Quel livre! Quel livre! S'écriait-il. Cette exclamation me rappelait que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout du moins illisible. Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas. Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Ivelius. Magnifique, répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil incarto, dont le dos et les plats semblaient faits d'un faux grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. Vois, disait-il, en se faisant à lui-même demande et réponse. Est-ce assez beau? Oui, c'est admirable. Et quelle relure! Ce livre s'ouvre-t-il facilement? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah! Voilà une reliure dont Boserian, Close ou Purgold eussent été fiers. En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressait aucunement. Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume? Demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour ne pas être fin. Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est Lemgringal de Snorre Sturluson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle.
c'est une traduction en langue allemande. Bon, riposta vivement le professeur. Une traduction? Et qu'en ferai-je de ta traduction? Qui se soucie de ta traduction? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise. Ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. Ah, fis-je, un peu ébranlé par mon indifférence, et les caractères de ce livre sont-ils beaux? Des caractères? Qui te parle de caractères, malheureux Axel? Il s'agit bien de caractères. Ah, tu prends cela pour un imprimé, mais ignorant. C'est un manuscrit, et un manuscrit runique. Runique? Oui. Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot? Je m'en garderai bien, répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour-propre. Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc, impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme aux rois, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser quand un accident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document enfermé peut-être depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. Qu'est-ce que cela? S'écria-t-il. Et en même temps, il déployait soigneusement sur la table un morceau de parchemin long de 5 pouces, large de 3, et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères de grimoire. Dans ce deuxième extrait, nous retrouvons le professeur Lindenbrock et Axel, son neveu, qui viennent tout juste d'arriver en Islande. La Valkyrie se tint à une distance raisonnable des côtes, et en les prolongeant vers l'ouest, au milieu de nombreux troupeaux de baleines et de requins. Bientôt apparut un immense rocher percé à jour au travers duquel la mer écumeuse donnait avec furie. Les îlots de Westman semblèrent sortir de l'océan comme une semée de rocs sur la plaine liquide. À partir de ce moment, la goélette prit du champ pour tourner à bonne distance le cap Reykjanes qui ferme l'angle occidental de l'Islande.
Sneffels, s'écria-t-il, le Sneffels. Puis, après m'avoir recommandé du geste un silence absolu, il descendit dans le canot qui l'attendait. Je le suivis, et bientôt nous foulions du pied le sol de l'Islande. Tout d'abord apparut un homme de bonne figure et revêtu d'un costume de général. Ce n'était cependant qu'un simple magistrat, le gouverneur de l'île, monsieur le baron Trampe, en personne. Le professeur reconnut à qui il avait affaire. Il remit au gouverneur ses lettres de Copenhague et il s'établit en danois une courte conversation à laquelle je demeurai absolument étranger, et pour cause. Mais de ce premier entretien, il résulta ceci, que le baron Trampe se mettait entièrement à la disposition du professeur Lindenbrock. Mon oncle reçut un accueil fort aimable du maire monsieur Finson, non moins militaire par le costume que le gouverneur, mais aussi pacifique par tempérament et par état. Quant au coadjuteur, monsieur Picturson, il faisait actuellement une tournée épiscopale dans le bailliage du Nord. Nous devions renoncer provisoirement à lui être présentés. Mais un charmant homme dont le concours nous devint fort précieux, ce fut monsieur Fridriksson, professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik. Ce savant modeste ne parlait que l'islandais et le latin. Il vint m'offrir ses services dans la langue d'Horace, et je sentis que nous étions faits pour nous comprendre. Ce fut en effet le seul personnage avec lequel je pus m'entretenir pendant mon séjour en Islande. Sur 3 chambres dont se composait sa maison, cet excellent homme en mit 2 à notre disposition, et bientôt nous y fûmes installés avec nos bagages, dont la quantité étonna un peu les habitants de Reykjavik. Eh bien, Axel, me dit mon oncle, cela va, et le plus difficile est fait. Comment le plus difficile, m'écriai-je. Sans doute, nous n'avons plus qu'à descendre. Et si vous le prenez ainsi, vous avez raison, mais enfin, après avoir descendu, il faudra remonter, j'imagine. Oh, cela ne m'inquiète guère. Voyons, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me rendre à la bibliothèque. Peut-être s'y trouve-t-il quelques manuscrits de Saknussemm, et je serai bien aise de le consulter. Alors, pendant ce temps, je vais visiter la ville. Est-ce que vous n'en ferez pas autant? Oh, cela m'intéresse médiocrement. Ce qui est curieux dans cette terre d'Islande n'est pas dessus, mais dessous. Je sortis et j'errai au hasard. S'égarer dans les rues de Reykjavik n'eût pas été chose facile. Je fus donc pas obligé de demander mon chemin, ce qui dans la langue des gestes expose à beaucoup de mécomptes. La ville s'allonge sur un sol assez bas et marécageux, entre 2 collines. Une immense coulée de lave la couvre d'un côté
mis alors en service sur les côtes orientales de l'île. Voilà le troisième extrait où nos protagonistes sont partis avec leur guide dans leur voyage. Nous étions partis par un temps couvert mais fixe. Pas de fatigante chaleur à redouter, ni pluie désastreuse. Un temps de touriste. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. J'étais tout entier au bonheur de l'excursionniste, fait de désir et de liberté. Je commençais à prendre mon parti de l'affaire. D'ailleurs, me disais-je, qu'est-ce que je risque? De voyager au milieu du pays le plus curieux, de gravir une montagne fort remarquable, au pis-aller de descendre au fond d'un cratère éteint. Il est bien évident que Saknussemm n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure imagination, pure impossibilité. Donc, ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition, prenons-le et sans marchander. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Reykjavik. Hans marchait en tête d'un pas rapide, égal et continu. Les 2 chevaux chargés de nos bagages le suivaient sans qu'il fût nécessaire de les diriger. Mon oncle et moi venions ensuite, et vraiment, sans trop faire mauvaise figure sur nos bêtes petites mais vigoureuses. L'Islande est une des grandes îles de l'Europe. Elle mesure 1400 000 miles de surface et ne compte que 60 000 habitants. Les géographes l'ont divisée en 4 quartiers, et nous avions à traverser presque obliquement celui qui porte le nom de pays du quart du sud-ouest, Subverst Fortntrund. Les noms sont un peu compliqués à dire. Hans, en laissant Reykjavik, avait immédiatement suivi les bords de mer. Nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être verts. Le jaune réussissait mieux. Les sommets rugueux des masses tragédiques s'estompaient à l'horizon dans les brumes de l'Est. Par moments, quelques plaques de neige concentraient la lumière diffuse, resplendissaient sur le versant des cimes éloignées. Certains pics, plus hardiment dressés, trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes, semblables à des écueils émergés en plein ciel. Souvent, ces chaînes de rocs arides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage, mais il restait toujours une place suffisante pour passer. Nos chevaux d'ailleurs choisissaient d'instinct les mêmes endroits propices sans jamais ralentir leur marche. Mon oncle n'avait même pas la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fouet. Il ne lui était pas permis d'être impatient. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval, et comme ses longues jambes rasaient le sol, il semblait un centaure à 6 pieds. Bonne
se présente quelques rivières, quelques fjords à traverser, et il s'en présentera. Tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau comme un amphibie et gagner le bord opposé. Mais ne le brusquons pas, laissons-le agir, et nous ferons l'un pour portant l'autre 10 lieues par jour. Nous, sans doute, répondis-je, mais le guide. Oh, ne t'inquiète guère, ces gens-là, cela marche sans s'en apercevoir. Celui-ci remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. D'ailleurs, au besoin, je lui céderai ma monture. Les crampes me prendraient bientôt si je ne donnais pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais il faut songer aux jambes. Cependant, nous avancions d'un pas rapide. Le pays était déjà à peu près désert. Ça et là, une ferme isolée, quelques boers solitaires, faits de bois, de terre, de morceaux de lave, apparaissaient comme un mendiant au bord d'un chemin creux. Ces huttes délabrées avaient l'air d'implorer la charité des passants, et, pour un peu, on leur eût fait l'aumône. Dans ce pays, les routes, les sentiers même manquaient absolument, et la végétation, si lente qu'elle fût, avait vite fait dépasser le pas rare des voyageurs. Dans ce quatrième et dernier extrait, les voilà en pleine exploration dans les entrailles de la terre. Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étonnai tout d'abord de n'avoir plus soif, et j'en demandai la raison. Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre. On déjeuna et l'on but de cette excellente eau ferrugineuse. Je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau. On m'eût proposé de remonter à la cime du Sneffel, que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. Partons, m'écriai-je en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à 8 heures du matin. Le couloir de granit se contournant en sinueux détour présentait des coudes inattendus et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe. Mais en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec 2 pouces de pente par toise, tout au plus. Le ruisseau courait sans précipitation, en murmurant sous nos pieds. Je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre, et de la main je caressais la tiède naïade dont les chants accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique. Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route, lui, l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment, et au lieu de glisser le long du rayon terrestre, suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse.
vendredi soir 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à 30 lieues au sud-ouest de Reykjavik et à une profondeur de 2 lieues et demie. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur de ses pentes. Voilà qui nous emmènera loin, s'écria-t-il, et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier. Les cordes furent disposées par Hans, de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler périlleuse, car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice. Ce puits était une fente étroite, pratiquée dans le massif du genre de celle qu'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre, à l'époque de son refroidissement, l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquais pas comment celle-ci n'y laissèrent aucune trace. Nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes. De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité. On s'asseyait alors sur quelques saillies, les jambes pendantes, on causait en mangeant, et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que, dans cette faille, le Hansbach s'était fait cascade au détriment de son volume, mais il suffisait, et au-delà, à étancher notre soif, d'ailleurs avec les déclinivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible. En ce moment, il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que, par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais. Le 6 et le 7 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de 2 lieues dans l'écorce terrestre, ce qui faisait près de 5 lieues au-dessous du niveau de la mer. Mais le 8, vers midi, la faille prit, dans la direction du sud-est, une inclinaison beaucoup plus douce d'environ 45 degrés. Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie. Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage. Enfin, le mercredi 15, nous étions à 7 lieues sous terre et à 50 lieues environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santés se maintenaient en un état rassurant et la pharmacie de voyage était encore intacte. Mon oncle notait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre. Celle-là même qu'il a publiée dans le récit scientifique de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de la situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieues, je ne pus retenir une exclamation. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il. « Rien, seulement je fais une réflexion. »« Laquelle, mon garçon ? » ?»« C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus
sous l'Islande. Crois-tu? Il est facile de nous en assurer. Je pris mes mesures au compas sur la carte. Je me trompais pas, dis-je. Nous avons dépassé le cap Portland et ces 50 lieues dans le sud-est nous mettent en pleine mer. Sous la mer, répliqua mon oncle en se frottant les mains. Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'étend au-dessus de notre tête. Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots? Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple, mais la pensée de me promener sous la masse d'eau ne laissait pas de me préoccuper. Et cependant que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur nos têtes, ou les flots de l'Atlantique, cela arrivait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituai promptement à cette idée, car le couloir, tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs. 4 jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans ses 3 rixdales hebdomadaires, et il fut décidé que le lendemain serait un jour